3, 2, 1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme hier, Frédéric Denry pour vous servir. Je suis journaliste au magazine Marianne qui sort aujourd'hui. Vous y retrouvez ma chronique hebdo, cette fois-ci consacrée à un sujet qui n'a rien à voir avec l'eau, l'antivirus, encore que on peut faire des liens si vous me lisez jusqu'au bout. C'est la 23e édition du salon Cyclo, la 5e en région Auvergne-Rhône-Alpes, la 3e en Haute-Savoie. Je regarde le grand chef Jean-Claude Lasserre à ma gauche pour voir si je ne dis pas de bêtises. Et la première ici à La Roche-sur-Foron. Je vous rappelle, si vous étiez là hier, sinon je vous indique les partenaires de ce salon. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, Corse, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de Haute-Savoie, la ville de Sallanges et sa régie des eaux, le syndicat mixte de l'Arve et de ses affluents, le SM3A, Aquavalais, Aquanova, le Grès, Asté, le cluster olémanique et l'Office international de l'eau. Je pense n'avoir oublié personne. Aujourd'hui, au programme, une visite organisée par le SM3A justement du site de renaturation du ruisseau de la Merle. Les inscriptions sont à l'accueil et la visite se fait à 14 heures. C'est sur le parking, c'est pas loin d'ici. Je vous indique l'espace pédago conduit par l'Office international de l'eau, le village innovation, peuplé des adhérents de certains adhérents du pôle Aquavalais. Je regarde de manière fixe une caméra. Pourquoi? Parce que cette table ronde et toutes les autres qui vont suivre aujourd'hui sont diffusées en direct sur YouTube et vous pourrez les retrouver également en replay, en rediffusion si vous préférez, également sur YouTube. Le programme du jour, 3 conférences, une qui va démarrer bientôt très techno, une deuxième qui suivra une demi-heure après sur le rôle des élus, des petites collectivités, et une troisième en début d'après-midi sur la sécurisation de l'eau par et pour les collectivités. Première conférence techno, data, ça paraît être un sujet tarte à la crème. Eh bien, pas du tout, parce que ça change. On avait vu sur d'autres conférences, par exemple le satellite. Là, on quitte le satellite pour arriver sur des capteurs de données, des logiciels, l'interprétation qu'on en fait, et évidemment, l'IA, les jumeaux numériques, etc., etc. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Sébastien Duprat, Nicolas Loison, Benoît Planel et Justin Blum. Et j'ai réussi à faire mon intro interminable en moins de 4 minutes. Merci de votre attention, merci d'être là nombreux ce matin. Nous aurons également un pitch de la société Perax à la fin de cette table ronde. Sébastien Duprat, vous êtes directeur du programme Junon. Vous me direz pourquoi vous l'avez appelé Junon pour le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, qu'on ne présente pas, encore que. Nicolas Loison, vous êtes directeur de la Régie des eaux de Sallanges. Benoît Planel, bonjour, vous êtes directeur commercial. J'arrive pas à me relire en fait. Directeur commercial de Von Roll Hydro. Et Justin Blum, vous êtes ingénieur hydraulique technico-commercial. Vous avez plein de fonctions à la maison Scalgo. On va commencer par vous, Nicolas Loison. La technique, les datas, les capteurs, ça vous est utile. Pourquoi vous, en tant que gestionnaire d'une régie des eaux? Alors bonjour. Nous, l'utilité en tant qu'exploitant sur ce genre de système, alors ce n'est pas des choses nouvelles, c'est des choses que la plupart des services d'eau utilisent depuis des années. Nous, à Sallanches, moi, ça fait bientôt 3 ans que j'y suis, et on avait des données qui étaient là, qui ramenaient des informations sur les hauteurs de réservoirs, les volumes qui en sortent. Mais on avait 2 infos. Niveau, volume sorti dans les dernières 24 heures. Basique. Voilà, assez basique, assez simple, avec un synoptique relativement simple sur la télégestion.
Maintenant, pour en faire quelque chose, pas évident. Il faut connaître déjà par cœur ce qui sort chaque jour du réservoir, ce qu'on va mettre en distribution, ce qui va rentrer. Donc l'idée, ça a été de faire évoluer ça avec des informations un poil plus pointues, un peu plus précises. Et on s'est d'abord penché sur nos besoins, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on le veut et sous quelle forme sous quelle forme on met ça. Ça s'est traduit par l'équipement d'une dizaine de réservoirs. On en a 20 en tout, on en a 10 qui sont équipés. Et au lieu d'avoir des débits sur les dernières 24 heures, on a des débits maintenant qui sont instantanés. Ça semble tout bête, mais maintenant on a soit une moyenne toutes les 5 minutes qui est enregistrée, et on sait trouver des fuites, tout simplement. Chose qu'avant on ne savait pas. Avant, vous n'étiez pas au courant des fuites. Vous ne saviez pas où elles étaient. Difficilement. Beaucoup plus compliqué. Parce que vous aviez moins de capteurs, tout simplement. Alors les capteurs étaient là, le paramétrage des capteurs n'était pas fait. C'est un peu comme un cerveau. En fait, on n'en utilise pas la majorité de sa capacité. Là, c'était ça. On avait les logiciels, on avait les capteurs, mais on n'avait pas le savoir-faire pour le paramétrage. Donc, on a mis quelques billes, on a travaillé avec des prestataires qui sont par là, qui ont fait du bon boulot. Et on a été subventionné pour ça, d'ailleurs. Et du coup, ça nous a permis, en 2 ans, on a regagné 15% de rendement parce qu'on a su trouver les fuites, trouver en tout cas, voir quand elles apparaissent déjà. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y en avait qui étaient là depuis longtemps grâce à ça. On s'est dit tiens, c'est étonnant, ce réservoir-là, il a 15 mètres cubes heure la nuit à minuit ou 1 heure. Donc il y a peut-être quelque chose à chercher. Donc on a fait des campagnes de fuite en parallèle et de 15, on est tombé à 6. Ah oui. Voilà. Donc, Mais si je comprends ce que vous dites, vous étiez déjà équipé, vous aviez déjà les logiciels, vous aviez déjà les capteurs, mais en gros, vous ne saviez pas les utiliser. Tout à fait. C'est bien. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que vous avez acheté les capteurs, vous avez acheté les logiciels sans acheter la formation qui va avec. Alors la formation, je pense qu'elle a été là, mais qu'il y a eu beaucoup de turnover pendant des années. Et en fait, quand ça a été installé, le logiciel de supervision, peut-être que les agents qui étaient là savaient l'exploiter, parce qu'ils connaissaient déjà les volumes qui étaient mis en distribution. Quand on connaît la base, ça va. Quand on prend en cours de route, on a besoin d'avoir un petit peu d'historique de ce qui s'est passé avant. Donc l'investissement que vous avez fait là, c'est un investissement finalement en formation. Oui. Alors en paramétrage via nos prestataires, et puis après en formation pour arriver à lire nos courbes. Voilà. Et on retombe aussi sur nos sous. Est-ce qu'on peut passer les diapos? Il y a la zapette qui est là. Voilà. Faut appuyer sur le bouton vert. Voilà. Donc là, on a notre synoptique qui est affiché, donc on voit un peu l'ensemble de tous nos réservoirs. Voilà, on vient cliquer dessus. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on avait avant. On avait le volume 24 heures et le niveau du réservoir. Et donc, bouton vert, là. Là, ça semble presque plus compliqué comme ça, mais on a beaucoup plus de détails. On a toujours le niveau du réservoir, parce que si ça se casse la gueule, on sait qu'il y a un vrai problème. Donc voilà, on a des alarmes qui nous appellent sur le téléphone d'astreinte, évidemment. Et on voit vraiment le volume qui est distribué en vert. Et du coup, ça nous permet toutes les nuits de se dire, voilà, à quel niveau on descend. Et ça nous a aussi amené à faire d'autres... un petit exemple pour trouver une fuite, on était à 0 quasiment. On est monté à 1 mètre cube pendant un certain temps. On laisse vivre une nuit ou deux, on analyse ses courbes et on se dit c'était pas de la consommation ponctuelle, c'est une fuite. On cherche la fuite, on trouve, on répare. D'accord. Donc on va beaucoup plus vite que si on a soit le relevé mensuel du compteur du réservoir en question, ce qui nous permettait de voir des fois un réservoir qui doit distribuer 70 mètres cubes, ça nous arrivait qu'il en distribue 700. On s'en rend compte à la fin du mois. C'est embêtant. 2 mois plus tard. Et comment c'est possible aussi 2 mois plus tard? Si on ne prend pas le recul suffisant pour faire un pas de côté et se dire le réservoir le réservoir en question, étonnant, j'avais pas fait attention, mais on avait des tableaux, les sommes n'étaient pas automatisées. Voilà, on aussi, avait des choses comme ça. Il y avait aussi ça qui allait pas. C'est ça. Mais une fuite, ça se voit pas le matin au réveil quand on branche l'ordi et qu'on voit que la nuit, il y a une consommation d'eau un peu étonnante. Ça suffit pas, ça? Ça peut, si on a le retour d'info. Si on a les débits qui sont sortis dans les dernières 24 heures, on peut le voir. Mais la courbe est moins claire, moins précise. En se disant, de 3 à 4 heures du matin, j'ai 0 mètre cube heure ou j'en ai 15. Normalement, j'en ai 0, je suis passé à 15.
Là, on sait tout de suite, on voit le D'accord. palier. Et puis autre petit retour d'expérience, en fait, on a aussi fait des économies d'énergie et puis des économies et de la compréhension hydraulique en ayant fait cette mise à niveau. Ça, c'est un exemple de courbe. Alors, comme ça, c'est pas très parlant. On Non, en voit effet. le débit entrant, donc en jaune, c'est le débit entrant dans un réservoir. Avant qu'on installe la supervision, qu'on la fasse, on n'avait pas cette info. On l'a rapatrié, on voyait qu'on était bloqué à 50-55 mètres cubes heure au maximum. On avait des pompes, qui sont les traits noirs et blancs en bas, qui pompaient en permanence, comme on le voit sur la courbe. Et puis, on s'est posé la question, on a eu en parallèle, on avait lancé un schéma directeur qui nous a donné des infos sur comment fonctionnaient nos captages. Et là, on s'est dit, mais c'est étonnant quand même, cette courbe qui bloque à 50 mètres cubes heure, parce que le jaugeage du captage nous envoie beaucoup plus d'eau que ça. Où D'accord. va cette eau? Mhm. Ce qui s'est passé, c'est qu'après on a cherché, on s'est dit, tiens, entre les courbes, entre le fait que les pompes pompent tout le temps, mais qu'on rentre que 50 mètres cubes heure, on s'est dit, et on avait aussi pardon, je rajoute quelque chose, on a aussi un traitement UV sur ce réservoir, et on voyait que dès que le débit de la source augmente, le traitement UV se mettait à yoyoter la qualité du traitement. Chose qu'on n'avait pas, parce qu'avant on n'avait pas de retour d'information sur la supervision, on savait juste qu'il était on ou off. Là, on a mis une information qui correspond à intensité de la lampe, 115 watts par mètre carré, ou 90, on n'est pas bon. 115, on est très bien, voilà. Et là, on faisait 115, 130, 30, 80, 90, dès qu'il y avait une augmentation du débit. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est de l'air qui provoquait que le capteur devenait fou, dès qu'il y avait l'augmentation du débit des sources. Et on s'est rendu compte que les captages étaient connectés tous sur le même tuyau, avec pas de clapet anti-retour, avec une différence altimétrique entre chaque captage, ce qui fait qu'on avait 5 captages qui venaient remonter dans un 6e, qui était situé plus bas en altitude, qui faisait un dégagement gazeux, qui était siphonné par les pompes, qui alimentaient l'UV. Donc l'UV devenait fou, il traitait quand même à peu près, mais il devenait fou. Et en fait, on perdait toute l'eau des 5 captages par le trop-plein du 6e. D'accord. Parce que les pompes, en fait, plafonnaient les deux à 50 mètres cubes heure. Donc on Donc a démonté les pompes, on s'est passé du captage numéro 6, et on rentre plus d'eau depuis ça. Donc on n'utilise plus d'électricité pour pomper, et on rentre toujours autant, voire plus d'eau depuis qu'on a fait ça. Et si on n'avait pas eu ce schéma directeur, cet UV qui a été rapatrié sur la supervision, et un peu de recherche derrière en interne, du coup on ne serait pas rendu compte de tout ça. D'accord. Voilà. Ce que j'entends dans tout ça, c'est que voilà, être équipé, c'est très bien, mais si on ne sait pas interpréter, ou si les capteurs sont mal mis, ou si on n'est pas, si on n'a pas été formé, si on n'a pas le nez sur les écrans en permanence, si on ne sait pas interpréter les courbes, ça sert à rien finalement. Enfin, Oui. pas à grand chose. Une courbe, c'est une information objective. Si on ne fait pas un pas de recul pour l'analyser, c'est une courbe, on a une information. Et qu'en Derrière, même faut s'en temps, servir. ces technologies, ces capteurs performants sont suffisamment performants pour vous, de manière indirecte, pour vous apprendre des choses sur l'organisation de votre réseau, en l'occurrence de vos pompages là. Oui, là, clairement. C'est-à-dire ça qu'il nous a il permis- se substitue, il se substitue à une carto du réseau qui n'existerait pas, où il vous oblige à lire la carto que vous ne lisiez plus. C'est un complément. C'est un complément. Vraiment, on a une cartographie, un SIG du réseau, qui est plutôt à jour. Et du coup, c'est un complément entre le schéma directeur qui nous a fait des bilans et le diagnostic de tous nos ouvrages, le SIG qui est plutôt bien à jour et l'optimisation qu'on a faite de cette supervision. On a un ensemble qui nous permet vraiment de lire à peu près notre réseau de manière correcte, qui nous permet de mieux travailler en tout cas et d'être plus réactif. Schéma direct qui vous a permis quoi justement de rénover, oui c'est ça, de rénover la carte du réseau tout simplement. D'orienter les travaux, de nous donner les grandes lignes, voilà. Et surtout en fait, il y a des choses moi ça fait pas très longtemps que j'y suis. J'étais pas à la construction des réservoirs et j'étais pas non plus quand ils ont posé toutes les chambres de vanne. Le fait d'avoir des dessins, des schémas avec des sens de l'eau, des codes couleurs qui nous disent l'eau va de gauche à droite, de droite à gauche, voilà, ça nous a vraiment, moi ça m'a permis vraiment de comprendre assez rapidement comment fonctionne le réseau. Et puis du coup de permettre de nous donner des pistes de réflexion pour optimiser un peu toute cette gestion.
Donc pour en finir, vous en êtes à quel taux de rendement là? Là, on est à 75 pour l'année dernière et on espère bien être bien plus l'an prochain. D'accord. Donc, C'est bien ça, monsieur Planel, 75%? On peut faire mieux, hein. Non, mais 75%, c'est déjà très bien. Il faut voir c'est quoi le rendement déjà de base, et ça dépend surtout des territoires et quel est le patrimoine qui a été laissé par les prédécesseurs et les enjeux, les enjeux locaux. Donc, il y a aussi une partie du rural dans, oui, dans la partie salle. Et là, on atteint des très bons rendements. C'est aussi là, il faut toujours comparer un rendement qui va être très urbanisé à un rendement d'un territoire qui va être avec urbain, enfin une partie urbaine, périurbaine, et puis des campagnes où là c'est plutôt l'indice de perte linéaire qui a une incidence, à la différence d'un rendement qui est un indicateur parmi d'autres. Et je posais la question à tout le monde, qu'est-ce que vous inspire ce témoignage de Monsieur Loison? Enfin voilà, qu'il y avait des capteurs, qu'il y avait des courbes, et puis finalement on ne savait pas trop les interpréter parce qu'on n'avait pas été formé parce qu'on ne regardait pas. C'est des choses qui arrivent souvent. Je suis pas une collectivité, donc. Vous avez des clients quand même. Oui, bien sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir une perte de compétences au travers de personnes qui pouvaient être présentes, qui partent avec un savoir. Et c'est toujours important, mais dans n'importe quelle entreprise ou activité, d'avoir des équipes avec des différentes lignes qui puissent pallier à l'absence ou au départ de quelqu'un pour assurer un service continu, effectivement. Ouais. Donc, et c'est aussi le rôle, comme nous sur nos produits industriels, d'accompagner les collectivités sur et c'est pour ça qu'on a de notre part un service client, et ça doit exister chez d'autres entreprises, vraiment pour accompagner les collectivités sur ces enjeux-là et avoir toujours une formation continue et adaptée à leurs besoins, quoi. Donc ça a dû être fait avec les industriels de ces capteurs-là, justement, et avoir une vision globale pour une gestion qualitative. Ouais. Monsieur Duprat. Vous sentiez que je voulais dire quelque chose. Oui, non, oui. mais je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'habitude de dire, pas si souvent que ça, mais qu'il ne faut pas faire trop les écureuils avec les données. Alors, ça peut être un peu contre-intuitif. Qu'est-ce que vous voulez dire? Justement, je vais expliquer. C'est avoir de la donnée pour avoir de la donnée. Ce qui est important, c'est de donner du sens à la donnée, de savoir ce qu'on veut en faire. Et on a, au BRGM et puis dans d'autres travaux qu'on fait, on se rend bien souvent compte, on est témoin d'échecs qui sont liés à vouloir juste faire pour un buzz technologique une accumulation de données. Puis à la fin, on se retrouve avec tout ça qui est partiellement exploité ou non avenu. Voilà. Et là, le travail que vous avez fait est assez intéressant parce que justement, vous avez redonné du sens. Vous avez essayé de trouver comment on pouvait l'utiliser mieux. Et je suis sûr d'ailleurs que vous avez une vision beaucoup plus aboutie maintenant pour savoir exactement quelle future donnée, quel futur bilan vous voudriez avoir pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est ça qui est important. C'est de la stratégie, mais c'est savoir où on va avant de juste faire une accumulation aveugle. Monsieur Loison, ça représente vraiment beaucoup de données, tout ça? Je ne me rends pas compte en fait. En données, oui, on a une vingtaine de sites, il y en a un peu moins qui sont équipés, donc en termes de données. Par réservoir, par exemple, on peut avoir jusqu'à 4 ou 5 compteurs qui sont rapatriés avec un index qui est renvoyé toutes les 5 minutes. Donc au final, oui, on peut en extraire vraiment beaucoup de données. On a aussi d'autres choses qui ont été rajoutées. C'est tout ce qui est gestion des démarrages à distance ou arrêts à distance pour les remplissages par dépompage, par exemple. Ça, c'est pareil, c'est de la donnée qui est... on voit déjà le temps de fonctionnement des pompes, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est à nouveau de la donnée. C'est du 1 et du 0, principalement, qu'on stocke. Oui, ça c'est sûr. Mais du coup, on a tout cet historique. Et l'idée aussi... On a bien travaillé sur qu'est-ce qu'on avait besoin pour exploiter. Maintenant, moi, justement, on parlait des bilans. On a des possibilités d'extraire des bilans annuels sur les consommations des réservoirs en fonction de chaque distribution. Et ça peut être vraiment aidant aussi d'avoir un peu des données bien ciblées pour les extraire derrière et notamment pour les obligations réglementaires qui sont les rapports prix et qualité du service,
on peut sortir des informations assez facilement par ce biais-là. Et vous faites ça en Aussi. direct, hein, c'est pas un prestataire qui fait ça pour Là, vous. c'est ça, oui, c'est en direct, absolument. Et vous, Monsieur Planel, Von Roll, vous avez commercialisé ou vous proposez une aide à la décision, une appli particulière de recherche de fuite, Leak App, c'est ça? Alors, surtout avant l'ICAP, c'est qu'on vient en tant que fabricant de matériel de recherche de fuite, et la relation avec la donnée, c'est qu'on est arrivé dans la donnée avec les produits connectés, et notamment avec les prélocalisateurs autocorrélants qui ont C'est-à-dire 7 ans. Donc c'est un appareil qui reste à demeure en contact du réseau. Il a 3 fonctions, celle d'écouter, d'enregistrer et d'émettre une information. Donc il écoute la nuit quand les conditions sont les meilleures, entre 2h et 4h du matin, pas de tirage d'eau, peu de bruit environnement, pas de pollution sonore, et un niveau de pression le plus élevé. Et ils viennent donc écouter donc ces vibrations, parce que la fuite crée crée des vibrations sur l'enveloppe de la canalisation, et c'est ça qu'on vient capter, détecter, et ensuite donc on enregistre cette donnée, et ensuite elle est transmise. Les appareils sont équipés de cartes SIM, et on se sert des infrastructures 4G et de télécommunications 4G et puis IoT, selon le module, pour transmettre justement ces informations. Et c'est là que par jour, mondialement, c'est des centaines de milliers de données qu'on a à traiter. Et c'est là qu'est né Infraport, pour pouvoir collecter par projet, et là certains clients ici même sont équipés de ces produits-là, à partir d'une donnée jusqu'à plusieurs milliers, peu importe. Et c'est d'avoir une représentation du territoire des réseaux d'eau avec l'implantation de chaque prélocalisateur, et des données qui sont remontées tous les matins, et avoir une donnée qui arrive rapidement sur cette application est une aide à la décision, parce que pour protéger la ressource, on connaît les débits de nuit, les compteurs de sectorisation, et un des leviers qui est hyper important, c'est d'agir vite, parce qu'une fuite qui vient à durer longtemps, ou soit si elle est traitée rapidement, c'est un véritable levier d'amélioration du rendement. Il y a une des collectivités là, qui est présent là, dans une discussion hier, me disait mais grâce à ça, on a augmenté de 5% de rendement simplement en gagnant sur la réactivité. Donc Donc on est bien d'accord, c'est des capteurs acoustiques, hein, c'est ça? acoustique, ouais, tout à fait. D'accord. Vous en avez, vous, sur votre réseau? On n'en a pas à demeure, on a une mallette qu'on va poser quand on a des suspicions. C'est pas Et suffisant. et on a en projet, ça a été acté au budget pour cette année, de s'équiper pour le centre-ville, là où c'est le plus compliqué à aller trouver les fuites, hein, clairement. Centre-ville, il y a du gaz, il y a tous les réseaux, il y a beaucoup de choses qui font du bruit. Et on voit parfois qu'on a une augmentation du débit de nuit. C'est assez rare qu'elle dure. Par contre, on en a eu une en début d'année. On a mis 1 mois à la trouver. D'accord. Voilà. Et c'était 12 mètres cubes heure. Avec Infraport, vous l'auriez vu tout de suite, vous voyez bien. Peut-être. Si on avait bien cerné la zone, oui, probablement. Monsieur Planel. C'est la précision, c'est vrai que des capteurs permet de trouver justement des fuites historiques. Quand on arrive justement sur un taux de rendement de 75%, c'est-à-dire qu'on a déjà dégrossi sur un territoire périurbain et campagnard, vous avez déjà dégrossi beaucoup de choses, et ce qui reste, c'est beaucoup de fuites historiques. Et effectivement, l'apport de... C'est quoi une fuite historique? De fuites historiques, c'est des fuites qui vont pas ressortir, elles sont invisibles, elles sont présentes parce que les débits de nuit sont présents, mais avec des méthodes acoustiques en journée, avec un opérateur, un technicien de recherche de fuite, c'est des volumes qui ne sont pas détectables du fait qu'elles ne font pas suffisamment de bruit, c'est de l'acoustique, donc il faut pouvoir l'écouter. Et que peut-être les technologies de gaz ne sont pas aussi adaptées à cette recherche-là. Vous introduisez du gaz. Injecter du gaz effectivement dans la conduite, et après il va ressortir au niveau de la fuite. C'est une solution complémentaire, c'est pas toujours adapté, on ne peut pas le faire non plus partout. Et c'est ça qui peut permettre d'agir vite. Mais la précision des capteurs, comme ils travaillent la nuit dans les meilleures conditions et grâce à l'évolution de la sensibilité et des filtres, permettent de trouver justement ces fuites historiques qui font
très très peu de bruit, c'est-à-dire si un réseau fait pas de bruit, il est à 0,4 sur notre échelle. Des systèmes comme ceux-ci peuvent trouver des fuites entre deux capteurs à 250 mètres avec des valeurs de 0,4, 0,5 en valeur sonore. Donc c'est des choses où c'est impossible de les trouver durant la journée, et c'est important de s'équiper après de deux systèmes complémentaires. C'est pas ça qui va tout révolutionner, mais c'est des éléments complémentaires dans la stratégie globale de réduction des pertes en eau. Il faut les mettre, c'est pertinent, poser une question peut-être très bête, c'est pertinent uniquement sur une ligne droite? Parce que je me doute que s'il y a un virage, Non, il y plus a c'est un maillé, écho. plus c'est intéressant, et c'est ce que disait justement Nicolas. La première stratégie, c'est la bonne, c'est d'équiper le centre-ville, là où c'est le plus compliqué à travailler, rien que pour des notions de sécurité aussi. Il y a beaucoup de voitures, faire une recherche de fuite, c'est être sur la voirie publique, il faut se mettre en sécurité, c'est tout un ensemble. Et, Il faut en mettre tous les combien et ça dépend, tous les 250 mètres sur les réseaux dits en ligne conducteurs. droite? Il n'y a pas des échos quand on a un virage sur un... Non, il y a une continuité. C'est D'accord. 250 mètres, peu importe. S'il y a une ligne droite, il faut en mettre tous les 250 mètres sur les réseaux conducteurs et 70 mètres, 50 à 70 mètres sur les réseaux non conducteurs, PVC et puis polymère, quoi. Mais ce qui est important, c'est surtout de savoir l'espacement. Ça, c'est une base de travail. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Et des collectivités qui avaient déjà 85% de rendement dans des milieux urbanisés ont pris le choix de densifier un peu plus justement ces prélocalisateurs pour plutôt passer sur 150 mètres, parce que ce qu'ils cherchaient justement, c'était des fuites historiques. Donc plus on rapproche, plus les oreilles sont fines, et plus on pourra trouver des fuites qui étaient introuvables encore jusqu'à présent, quoi. Vous disiez là, ça vibre pas le PVC, les polymères? On entend moins une fuite dans le plastique que dans le grès ou c'est-à-dire la que fonte. comme cette vibration est transmise dans la matière, liée à la fuite, au frottement de l'eau sur l'enveloppe de la canalisation, sur les réseaux métalliques, c'est-à-dire les fontes ductiles, grises ou les aciers, la transmission du son est à 1200 mètres secondes. La différence des polymères, donc c'est-à-dire les PVC pression ou les PVHD, où la transmission du son se fait à 400 mètres secondes. Donc 3 fois moins, donc c'est un son beaucoup plus sourd, et où c'est plus difficile justement de détecter à l'oreille ou par les appareils ces vibrations, quoi. Et donc vous calibrez les appareils en fonction du type de réseau dans lequel vous le mettez, également en fonction vous faites une analyse de vieillissement des canalisations. Alors ça, c'est des données aussi qu'on vient ajouter, parce que là on a parlé justement de transmission automatique journalière de données de fuite. Déjà, ce que vous voyez à l'écran, là, l'ICAP, c'est aussi un apport complémentaire de la gestion de la donnée. Et c'est une innovation du fait que là, ça vient de sortir, ça n'existait pas. C'est un outil qui permet de faire le lien entre... Parce qu'une donnée peut être fixe et peut être aussi évolutive. Et notamment sur la donnée de fuite, on va avoir une suspicion de fuite qui est donnée à un certain endroit. Et l'ICAP, c'est un logiciel que vous avez sur votre téléphone, donc quelque chose de totalement mobile, et qui permet de faire le lien avec le technicien de recherche de fuite, qui va venir prendre cette donnée, dire il y a une suspicion de fuite ici, de venir la positionner, de venir la valider, que l'entreprise ou la régie, quand elle vient réparer, fait évoluer cette donnée jusqu'à être réparée. Et tout est synchronisé avec Infraport. Donc c'est vraiment un outil de terrain, de gestion de la donnée dynamique pour la renvoyer sur Infraport et stocker cette donnée et ensuite l'exporter sur les SIG de chaque gestionnaire des réseaux d'eau pour une aide à la décision. Et c'est là, cette donnée dans nos activités, on peut donc il y a des données de fuite qu'on va traiter de cette manière. Et ensuite, c'est de la donnée de corrosion qui est aussi une aide hyper importante à la décision. Du fait que jusqu'à présent, l'année de pose, le type de matériaux et puis le nombre de fuites était l'aide à la décision des collectivités pour le remplacement d'une conduite. Intégrer des valeurs des niveaux de corrosion ou des forces corrosives de sol
sont un calque qui est hyper intéressant comme aide à la décision, parce que c'est pas parce qu'une voirie est changée que le tuyau qui a 50 ans est mauvais, et qu'il faut surtout investir le bon euro au bon endroit au bon moment. C'est tout l'enjeu de chaque collectivité. Et la corrosion sur les réseaux métalliques a un impact fort. Un outil qui permet donc de prévoir ou de déceler la probabilité qu'à cet endroit-là, qu'à tel endroit, il y ait une fuite. Alors ça, c'est de la donnée qui est liée à des prélèvements de tuyaux pour faire de l'analyse métallographique ou au travers d'analyses structurantes sur des feeders, des réseaux structurants. Sur la partie prédictive, liée à l'analyse justement de cette variation d'épaisseur, ça, c'est des choses qui sont en cours de développement pour justement toujours améliorer, apporter toujours plus de connaissances sur un patrimoine qui est invisible et inaccessible, à la différence par exemple des réseaux d'assainissement qui restent accessibles. Et c'est là qu'il faut, dans l'eau potable, apporter beaucoup d'autres strates technologiques pour constamment améliorer l'aide à la décision des gestionnaires des réseaux d'eau. Et notamment l'IA, Monsieur Duprat, le prédictif, c'est l'IA, le machine learning, les jumeaux numériques, le programme Junon, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous m'avez questionné sur le choix de Junon. Déjà, moi, je suis toujours un petit peu réfractaire aux acronymes parce que je baigne dedans, donc j'avais pas voulu forcément un acronyme. Parce qu'en France, l'industrie de l'acronyme fonctionne bien. Hein. Oui, je sais, elle se porte bien. Mais non, c'était une référence à la déesse Héra, donc sur version latine. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des notions d'agriculture et de productivité qui étaient en lien avec la région dans laquelle le programme Junon se déploie, qui est la région Centre-Val de Loire. C'est un consortium privé-public. Le BRGM coordonne, mais on a plein de partenaires que je ne vais pas citer maintenant parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais je pense à eux. Et notre financeur principal est la région Centre-Val de Loire. C'est un programme qui fait un peu plus de 12 millions d'euros. Est-ce que je pourrais avoir la zapette, s'il vous plaît ? Merci. Alors, la première question que j'ai souvent, et puis c'est important de le dire, c'est qu'est-ce qu'un jumeau numérique ? En effet, qu'est-ce qu'un jumeau numérique ? Oui, je fais votre travail. M'excuse. Non, ça c'est un petit sketch un peu simpliste, mais qui résume à mon sens bien les choses. C'est déjà, comme son nom peut l'entendre, parce que évidemment c'est un peu polysémique, mais c'est une représentation d'un double. Voilà. Donc ça peut être une représentation qui est sous la forme d'un graphique ou d'une 3D, mais c'est quand même une représentation. C'est quelque chose qui permet aussi d'avoir une automatisation des transferts de données. On retrouve d'ailleurs ce qui a été dit sur le réseau de Salange, ça me fait rire parce qu'à bien des égards, ça ressemble de très près à un jumeau numérique. Ils s'en sont plus très loin, je pense. Donc il y a une automatisation des transferts. Il y a l'utilisation de l'IA, alors ça peut-être pas encore, voilà, donc c'est ce qui peut manquer aussi, pour orchestrer un petit peu tous ces flux de données. On voit bien la quantité de données qu'il y a et puis les inférences qui doivent être faites pour réussir à extraire de l'information sur ces éléments-là. Et c'est quelque chose qui dure sur le temps. L'IA, vous y avez fait référence, c'est très important dans ce genre de système parce que ça a besoin de beaucoup de données, mais c'est capable d'assimiler beaucoup de données. Et donc travailler dans le temps, suivre des projets sur le long terme, c'est aussi faire appel à ce besoin d'avoir une IA, d'avoir une capacité à ingérer tout ça et à s'adapter au fur et à mesure du temps. Mieux qu'un technicien qui n'aurait pas été formé au logiciel. Alors, une IA permettrait de voir des fuites là où personne ne les verrait en fonction d'un même jeu de données. Ça pourrait être le cas. Alors je prends des pincettes en disant ça parce que je pense que l'une des faiblesses des fois de l'IA, c'est d'être mal accompagné humainement. Il faut avoir l'expertise. On a des gros problèmes au niveau de l'accompagnement, de l'encadrement. Donc il y a un peu un paradigme qui change. Donc ça, il faut des gens qui soient experts là-dedans. Simplement, c'est vrai qu'on va observer des choses qu'on n'aurait pas à retrouver de façon évidente et des points de vue humains. Et ça fait partie, alors des fois, d'un peu la complexité, c'est que l'utilisation de machine learning, on appelle souvent ça un effet de boîte noire. Ça peut être très efficace. Mais le gros souci, c'est qu'on a un défaut
très fréquent d'explicabilité. C'est-à-dire qu'on a du mal à pouvoir dire, bah tiens, il y a ce résultat, il y a cette fuite-là, mais comment a-t-il trouvé cette fuite ou ce problème à ce niveau-là? Et on ne sait pas pourquoi l'IA ni C'est- comment est arrivée au résultat qu'elle affiche. On a des idées, mais c'est pas forcément évident. C'est très inquiétant. Hein. Non, alors c'est très marrant ça, parce que c'est pas, il n'y a pas de magie ou de sorcellerie derrière tout ça. Hein. On comprend ce qui a amené à ces résultats. C'est-à-dire que l'IA, c'est une boîte noire, certes, mais la mathématique, tout ce qui est derrière est bien connu et établi. C'est juste qu'on a des difficultés à retrouver nos petits dans tous les neurones et autres pour savoir exactement comment le calcul a abouti à ce résultat. C'est surtout ça. Mais on travaille dessus. C'est pas quelque chose de... Ça vous inquiète pas, vous? Non, pas du tout. Bon. Non, je suis très Revenez à la diapo d'avant. bien volontiers. Non, parce que je vois une Bugatti Veyron en haut à gauche. Si je ne m'abuse, je vois pas ce qu'elle vient faire là. C'était pour vous montrer la diversité des jumeaux numériques. D'accord. On est parti au départ tout est parti sur la définition des jumeaux numériques, c'était la NASA principalement, et dans le secteur de l'automobile notamment. D'accord. Et maintenant, bah, vous voyez, on a des smart cities, on a des environnements qui sont Ok. beaucoup plus larges. Donc c'était pour faire référence à, il y a même des organes, vous voyez, Un cœur, oui, etc. oui. Donc on a cette diversité. Dans Juno, on a pris le parti de s'avancer sur un territoire qui n'est pas encore très exploité, qui est la caractérisation des ressources naturelles comme jumeaux numériques. Donc nous, on s'est orienté sur différents pôles que vous voyez ici. Il n'y a pas rien que l'eau, hein. Il y a l'air, il y a les sols, les zones humides, des aspects qui sont par contre très orientés sur l'eau, des aspects de prédiction de quantité d'eau, des monitoring de qualité d'eau. Évidemment, tout cela intéresse plein de parties prenantes hein, sur les aspects de préservation de l'environnement, mais aussi sur les gestions de ressources naturelles, sur des questions d'économie circulaire. Je vous ai présenté de façon très simplifiée un peu l'architecture, la manière dont ça fonctionne. Donc vous avez évidemment dans ce système-là une collecte de données sur plein d'aspects différents. Vous avez des capteurs, comme vous pouvez le voir sur votre gauche, des réseaux connectés, ça peut être des piézomètres, des stations météo, etc. Vous avez des observatoires qui vont fournir des quantités de données très importantes sur des domaines très spécifiques. On en a plusieurs en région centrale de Loire, il y a des programmes qui ont créé ça. Et puis vous avez des bases de données nationales, dont des partenaires où nous-mêmes sommes gestionnaires. Et tout cela est intégré au sein ce qu'on appelle un data context broker, c'est Orion en l'occurrence, qui est capable d'acheminer toutes ces données et de les actualiser pour savoir comment ça se passe au niveau du territoire sur tous ces aspects-là. Évidemment, toutes ces données ne sont pas laissées telles quelles, elles sont utilisées pour faire de l'intelligence artificielle, du machine learning et répondre à des questions spécifiques du territoire. Voilà. Alors, je vous donne quelques exemples. Là, vous avez par exemple les flux de données entrants, par exemple sur les aspects des réseaux piézométriques. Hein. Donc là, vous voyez, on s'est focalisé ici sur la nappe de Beauce, qui est d'importance évidemment parce que c'est une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe, mais c'est aussi parce que c'est juste au-dessus, vous avez les territoires de Beauce qui sont Très irrigués, très cultivés. voilà, etc. en termes de production céréalière, c'est très important pour notre pays et ça fait partie des éléments de souveraineté alimentaire. Et donc, tout cela est traité par du machine learning, alors principalement, pas rien que, on utilise d'autres systèmes, on utilise des forêts aléatoires et autres, mais on utilise aussi des systèmes de réseaux neuronaux, on utilise des transformeurs, encodeurs, décodeurs. Donc tout cela, ça peut paraître extrêmement compliqué. C'est fait exprès, hein, il y a plein de flèches dans tous les sens. Là, vous êtes un peu perdu. Faites exprès. Hein. Mais c'est pour vous expliquer l'aspect boîte noire. Voilà. Vous voyez, donc il faut retrouver ces petits là-dedans. Voilà. Et donc, ça a des avantages. C'est-à-dire qu'on gagne en puissance. Parce qu'on est capable d'identifier des choses qu'on ne pouvait pas identifier avant. On peut avoir un rendement de compréhension, de caractérisation qui peut approcher des fois les 100%, ce qui n'était pas du tout réalisable en général avec les modèles précédents. C'est très rapide, on peut l'adapter facilement. On peut aussi intégrer des lois fondamentales dedans. On peut aussi, c'est ce qu'on appelle les pins, voilà, c'est-à-dire qu'on contraint le réseau neuronal à respecter certaines lois pour lui donner une forme d'interprétabilité qui est plus aisée pour nous. On utilise aussi des copies, des fois, de modèles qui existent auparavant. Par exemple, vous avez des modèles, ce qu'on appelle fondamentaux, des modèles qui fonctionnent sur des lois physiques qui sont clairement établies, qu'on utilisait jusqu'à présent, on utilise encore. On les copie
colle avec des réseaux neuronaux ou des intelligences artificielles qui font exactement le même travail, mais le font beaucoup plus rapidement, avec des coûts énergétiques plus faibles. Donc, ils sont aussi plus adaptables. Donc, il y a plein d'intérêts à croiser finalement l'intelligence artificielle, les anciens modèles. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des problèmes, c'est des boîtes noires, c'est aussi vorace en données. Voilà. Donc, à chaque fois que vous avez l'idée ou l'envie d'utiliser l'intelligence artificielle, il faut avoir de quoi nourrir la bête, si je puis dire. Parce que sinon, la bête, elle fait quoi? Elle fait des erreurs? Bah, Ou elle non, fonctionne pas? non, parce qu'en fait, elle s'entraîne. C'est-à-dire que, pour vous dire les choses très simplement, quand vous avez un réseau neuronal, par exemple, tous ces neurones, ce sont des petites calculatrices. Aussi simple que ça. Simplement, elles ne sont pas paramétrées. Elles ont des petites molettes qui ne sont pas réglées. Et on fait plusieurs entraînements et à chaque fois on touche des molettes pour voir ce que ça fait. C'est un peu comme si vous cherchiez une longueur d'onde pour capter une radio, vous voyez. Sauf que il y a beaucoup, beaucoup plus de molettes qu'une seule molette. Et donc, il faut énormément d'entraînement pour trouver la bonne combinaison, si je puis dire, et que le réseau arrive à scaler et comprendre ce qui se passe. Donc, si vous n'avez pas assez d'entraînement, de données pour entraîner, eh ben, au final, il ne sera pas compétent. Il ne sera pas plus efficace que ce que vous faisiez avant, ou même pire. Voilà. Alors, concrètement, je suis une collectivité, je suis Nicolas Loison, Junon m'intéresse, je fais quoi? Je me connecte comment? Enfin, comment ça se passe? Alors déjà, vous prenez contact avec moi ou avec un de mes ça tombe bien, collaborateurs, il est là. il n'y a pas de souci. On donnerait votre carte. Très bien. Alors, on travaille sur plein d'aspects différents. Nous, principalement, on veut devenir une association parce qu'on a fini notre programme de recherche là d'ici la fin de l'année, et donc on va rentrer dans une phase maintenant où on va directement travailler sur des cas applicatifs. On en a déjà qui sont engagés. Notre objectif, c'est principalement de travailler des fois avec les utilisateurs finaux, par exemple les collectivités locales et autres, pour les accompagner sur la création de jumeaux numériques du territoire. Voilà. Donc ça, c'est une sorte d'assistance à maîtrise d'ouvrage qu'on réalise. Et on travaille aussi avec les prestataires de services, comme on peut avoir ici, en leur proposant des modules ou des données spécifiques qui peuvent venir enrichir leur portefeuille. Voilà, parce que le but, c'est pas de rentrer en compétition avec ce qui existe déjà. Déjà, on n'est pas équipé en termes d'approche commerciale et autres, mais c'est comme ça qu'on se positionne aussi pour pour aider aussi les partenaires. Donc, on peut vous aider évidemment sur ces aspects-là. On peut faire la prédiction du futur, évidemment, comme ça peut s'entendre. Ça peut être aussi de la détermination spatiale. C'est-à-dire augmenter grâce au machine learning la résolution de ce que vous pouvez observer sur le territoire. Là, je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, c'est le réseau piézométrique sert à déterminer notamment les niveaux de nappe. Vous connaissez météo nappe, c'est descriptif. C'est extrêmement compliqué d'avoir, juste avec les points du réseau, une vision complète du niveau des nappes localement. Et par exemple, on peut, avec des systèmes de machine learning, augmenter ces capacités et avoir en temps réel quasiment des niveaux de nappe qui sont actualisés, chose qui était totalement impossible à faire dans le passé. Donc on peut faire ce genre de choses. Et sur un plan national? Oui, là, on travaille sur un projet notamment de cartographie à l'échelle nationale sur ce registre. Alors il y a encore des choses à peaufiner. Ce que je vous dis, c'est tout frais, tout chaud, hein, donc ça vient d'être fait. On a donc des prédictions qui se font au niveau spatial, au niveau temporel. Voilà, qui sont augmentés aussi du fait de l'utilisation de ces systèmes d'intelligence artificielle. Évidemment, on peut aussi accompagner sur la construction, l'architecture des jumeaux numériques, parce que ça peut paraître simple, ça ne l'est pas. Il y a des choses qui sont compliquées, parce que souvent, vous avez différents flux de données de différents partenaires, donc il y a des questions de gouvernance. Voilà, qui sont extrêmement importantes. On y viendra, oui. Voilà. Il y a des questions d'architecture aussi, je ne veux pas être trop technique, mais est-ce que vous allez prendre des systèmes basés sur des API, des microservices, des workflows de données, etc. Donc tout cela fait que des fois, si vous n'y prenez garde, quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous êtes totalement incompatible avec ce qui est fait dans le monde ou ailleurs, vous n'êtes pas interopérable. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser en amont, et on peut vous accompagner aussi là-dessus. Planel, je vous sens attentif. En quoi ça vous serait utile, vous, dans votre métier? Oui, effectivement, je suis très attentif au niveau des nappes phréatiques, parce que c'est une donnée qui est difficile et on le partageait juste avant ensemble.
avant cette table ronde. C'est des données qui sont, il n'y en a pas énormément, parce qu'il faut des capteurs piézométriques, hein, c'est des puits comme ça qui qui vont dans le sol pour repérer ces variations de nappe. Et alors c'est hyper important pour déjà la ressource, mais sur un plan de gestion patrimoniale, c'est aussi des informations qui sont très intéressantes du fait que l'eau est un facteur aggravant de corrosion. Et cette donnée justement de variation de nappe, elle est hyper importante parce qu'on s'aperçoit dans toutes les mesures d'analyse de corrosion qu'on peut faire depuis une dizaine d'années sur le territoire français et en Europe, c'est qu'il y a des zones où l'environnement géologique, il y a 3 facteurs aggravants de corrosion, c'est la géologie, l'hydrogéologie et les facteurs électriques. Et quand on n'a pas de facteurs électriques, quand on n'a pas d'environnement géologique agressif, on peut se retrouver avec des conduites qui sont très altérées en termes de durée de vie, de corrosion, du fait de la présence de nappes et d'une variation de nappes surtout, qui apporte beaucoup d'électrons disponibles pour l'échange et la création de corrosion. Et avoir ces données-là, c'est vraiment pouvoir préciser de manière très, très claire des zones de corrosion à risque. C'est intéressant ce que vous dites parce que on arrive justement sur des questions de nexus, vous voyez, c'est-à-dire des connexions entre différentes choses. Et là, je finis sur cette diapo, de toute manière, j'irai pas plus loin, mais pour vous rassurer. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, nous, on a des partenaires et des réflexions sur du maintien des canalisations et des réseaux, parce qu'effectivement, c'est important, parce que la nappe amène de l'eau, mais en plus, en faisant des battements, elle oxygène les zones et le fait de faire des alternances entre oxygénation et réduction du milieu, c'est catastrophique pour la corrosion aussi. Il y a ces questions-là, mais il y en a d'autres aussi. Par exemple, il y a la stabilité des sols, les effondrements, le gonflement et dégonflement des argiles. Voilà. Donc il y a tout plein de choses qui sont connectées, pas juste à l'utilisation propre de l'eau. Il y a, par exemple, être très fin sur la détermination de ces niveaux de nappe, c'est aussi être capable, à un certain moment, de détecter les consommations d'eau. Donc ça, c'est un autre grand serpent de mer qu'on a, notamment dans le monde agricole, hein, mais de pouvoir estimer ces choses-là plus finement. Voilà. Ça, c'est intéressant. Faute d'imposer des compteurs aux irrigants, l'État a 2 solutions. Utiliser le satellite, on a vu ça à Toulouse, et puis vous me dites, essayer d'évaluer ce qui a pu être pris dans les nappes. Même s'il serait plus simple. Alors, je précise une chose, c'est pas notre but parce que j'ai bien compris. On travaille avec les chambres d'agriculture, on travaille avec les agriculteurs. On a pour vocation d'aider le territoire à aller de l'avant, et y compris les agriculteurs en premier. Donc ça se fait pas, ça se fait avec eux évidemment tout ça. C'est juste pour réfléchir sur une ressource qui est commune, voilà. Quels sont les différents paramètres qui peuvent interagir. Le satellite, on en utilise aussi dans Junon, est très important, notamment avec tout ce qui va être détermination des eaux de surface et des zones humides. On utilise le réseau piézométrique. Alors pour vous rassurer aussi, on peut, grâce aux techniques de machine learning, on arrive à démontrer qu'on peut réduire le nombre de piézos pour être tout en restant assez efficace. Donc c'est des choses aussi qui vont dans un sens de frugalité. Voilà. Merci. Monsieur Blum. Le satellite, vous l'utilisez, la carto, vous l'utilisez. Je ne sais pas si c'est de l'IA ce que vous faites. Alors, vous allez nous montrer bientôt. Ouais, alors oui, il y en a. Alors, bonjour à tous. Merci de votre patience. Alors, ça va être compliqué de passer après de tels intervenants. Donc, mais non. donc oui, donc je suis Justin Blum, je suis ingénieur hydraulique, je travaille chez Scalgo. Et donc le but là, c'est de vous présenter en fait la plateforme. C'est une plateforme en fait, c'est un WebSIG. Je suis ravi de vous la présenter aujourd'hui. C'est une solution qui est innovante, qui est unique au monde. C'est une plateforme cartographique qui est basée sur de l'IA et de la big data. Et ça va nous servir en fait à visualiser les eaux de surface, travailler sur les eaux de surface, sur le monde entier et sur la France. Donc elle a été lancée au Danemark en 2010 et elle a été déployée en France en 2023. Donc c'est assez récent en fait le déploiement en France. Voilà. 35 000 utilisateurs en Europe, hein, c'est ça ? C'est ça, 35 000 utilisateurs en Europe, 1 million en France. Les usagers sont dans le public et dans le privé. C'est à la fois utilisé par des agences de l'État, des métropoles, des communes,
des syndicats de rivières, des cabinets d'architectes, des cabinets d'ingénierie. Là où Scalgo va révolutionner la compréhension de l'eau de surface, c'est que jusqu'à présent, l'hydrologie, l'hydraulique était vraiment cantonnée en fait à des experts, à des hydrologues, des hydrauliciens en bureau d'études. Et en fait, cette plateforme, ce qu'elle vient vous permettre de faire, c'est qu'elle vous permet de comprendre la manière dont l'eau s'écoule en quelques secondes, en n'importe quel point du territoire. Et donc, en fait, ça amène une compréhension qui est assez dingue, en fait. On ne demande qu'à vous croire. Vous avez employé le verbe révolutionner. On s'attend à quelque chose d'exceptionnel. Et c'est le cas. Et ben, à montrer, allez-y. Est-ce que je peux juste terminer le... Bien sûr, allez-y. Alors, juste avant que je termine ça, au niveau de la valeur ajoutée sur la plateforme, premier point, les données sont centralisées. Tout est centralisé sur la plateforme. En fait, vous n'avez pas à aller chercher des données sur plein de serveurs. Tout est sur le site. Il y a aussi le fait que les données soient instantanées. Imaginez-vous une plateforme où vous réfléchissez à un territoire, vous travaillez sur une commune et instantanément, vous visualisez, vous obtenez en fait les données. C'est en ça que c'est assez dingue. C'est rapide, c'est centralisé. Et puis le dernier point, c'est que c'est ergonomique et c'est très visuel. C'est très facile à utiliser. N'importe qui, du débutant à l'ingénieur, a la capacité à comprendre. Et donc il y a cette démocratisation en fait, liée en fait à la plateforme. Bah, allez-y. Hein. On ne demande qu'à voir. Ok. Donc je vais y aller. Juste avant de démontrer. Ah mais super. Je vois que c'est assez rapide. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Collaboration naissante entre le BRGM et Scalgo, c'est beau. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, c'est une plateforme qui va vous donner en fait accès à toute la France. Vous voyez, en fait, avec des données. Et sur le territoire français, vous allez avoir accès à la fois aux données topographiques, aux données météorologiques. Donc ça, c'est des données publiques, données de sol, libres d'accès. c'est ça, c'est données de public en fait. Et ces données sont agglomérées sur la plateforme et vous avez la capacité en fait à les activer en fait sur la plateforme. Je vais vous montrer un petit peu le genre de données que vous allez avoir. Vous allez avoir à la fois des données topographiques sur toute la France, avec des données IGN, du LIDAR haute définition aussi. Alors le LIDAR, comme vous le savez, il n'est pas disponible sur toute la France encore. On va aussi avoir la capacité à visualiser des données comme la couverture au sol, le land cover. Le land cover, en fait, c'est la couverture au sol. Et chez Scalgo, on vous la met à disposition à 25 cm. Imaginez-vous des pixels de land cover à 25 cm. 2 fois par an, on obtient les données satellitaires, on prend les données cadastrales et on traite ça par IA et on vous donne la cartographie du territoire avec les bâtiments, les voiries, les prairies à très haute résolution. Et en fait, ça en fait un outil qui non seulement permet de voir les eaux de surface et de se projeter sur l'aménagement. Parce qu'en fait, on peut coupler les écoulements au sol et comment le territoire est aménagé. À cette échelle-là, ce n'est pas des données réelles issues du satellite Corinne Landcover, c'est traité par IA. C'est traité par IA qui suppose que sur ce pixel-là, il y aura ça. Parce que là, on est en dessous de l'échelle de visualisation du satellite quand même. C'est de l'observation, donc en fait, alors non, pardon, c'est pas du satellite, c'est de l'aérien. L'aérien, pardon, oui. Donc c'est des photos aériennes, et donc en fait en couplant ces données de photos aériennes, ces données cadastrales, ces données d'OpenStreetMap et du RPG, en fait on collectionne toutes ces données, on les traite, et en fait on a la capacité à visualiser en fait le territoire. Autre type de données que l'on peut vous mettre à disposition, c'est les données de sol sur Scalgo. Vous allez avoir en fait toutes les données de pédologie, en fait, les sables, les limons, les argiles sur toute la France. Et donc derrière, quand vous allez devoir travailler sur les eaux de surface, eh bien, en fait, vous aurez des indicateurs en fait sur la nature pédologique. Ça, c'est les données INRAE d'Orléans, sans doute. Alors, c'est les données Soil Grids, mais je crois que INRAE en fait partie, je crois, de la collègue. Je pense. Et en fait... Et ces données, rappelez-moi la profondeur de ces données-là, Monsieur Planel. géologique. 30 cm.
Ça donne une estimation sur les 30 premiers centimètres Mhm. de sol sur toute la France. Ah, c'est Pédologique. pédologique, c'est pas géologique, oui. Bien sûr. Et donc, sur l'hydrologie, Alors, les écoulements, les ruissellements, Alors, allez-y. sur l'hydrologie, en fait, la plateforme fait quelque chose de vraiment incroyable. C'est qu'elle va vous restituer, en fait, les axes d'écoulement sur l'ensemble du territoire. Admettons que vous travaillez, je ne sais pas, sur le secteur du Bordelais, par exemple. Eh bien, vous allez être en mesure de densifier les axes d'écoulement instantanément ou de les dédensifier. Et si vous travaillez, par exemple, sur des parcelles, admettons que vous vouliez, en fait, travailler sur une commune, je vais afficher les communes. Admettons que vous voulez travailler sur cette commune-ci, eh bien instantanément, vous allez être en mesure en fait de visualiser vos parcelles et de visualiser comment les eaux s'écoulent sur chaque parcelle. Et vous allez pouvoir tomber à la maille métrique. Donc au mètre carré près, vous allez pouvoir comprendre où l'eau circule sur chaque parcelle, sur le territoire national français, mais aussi sur n'importe quel point du monde. C'est en ça que la plateforme est révolutionnaire. C'est Le la micro seule sur le menton. solution. Oh, pardon. C'est la seule solution au monde qui permet d'obtenir cette vision instantanée sur tout le territoire. Mais là, c'est une modélisation. On n'a pas la connaissance de l'écoulement aussi précise au mètre près, on est bien C'est d'accord. c'est exact. Alors, ça donne une estimation topographique. Scalgo, c'est un modèle hydrotopographique. Ça prend le MMT, ça prend la topographie. Le MMT Pardon, oui, c'est le modèle numérique de du terrain. territoire, Pardon, c'est le, du terrain. Donc en fait, c'est la topo c'est la pente. Et avec la pente, on a la capacité en fait à visualiser la manière dont l'eau s'écoule au sol. Donc là, Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration là sur le site où on est là, à Bien sûr. à Roche Donc- Expo, allez-y. alors on va aller, donc on rentre l'adresse. Je pense que vous avez besoin du BRGM Pour l'adresse. Non. Pas pour l'adresse. pour tenir le micro. Oui, pour tout. Voilà, La Roche-sur-Foron. Petit réagir, Monsieur Duprat, non, tout à l'heure. Non, j'étais intéressé justement, mais vous avez pointé du doigt mon questionnement, c'était sur la nature de cette modélisation. Et je me demandais si elle était topographique ou si elle était satellitaire, parce qu'effectivement aussi on peut voir lors des périodes de grande pluie les zones qui vont être, parce qu'il y a une question aussi de pénétration dans les sols. Donc il y a un aspect dynamique où des sols vont plus vite absorber et encaisser que d'autres où il va y avoir du ruissellement. Mais voilà, enfin, je veux dire, déjà c'est très intéressant et impressionnant le travail qui a été fait là-dessus. Hein. Tout se fait en direct, hein, mesdames, Donc- messieurs. C'était pas rien n'a été répété. Hein, c'est pas un logique. Et donc là, par exemple, on est à La Roche-sur-Foron, vous voyez, et en fait, on a la capacité en fait à dédensifier ou à densifier les axes d'écoulement instantanément. Mais on peut aussi faire quelque chose d'assez fort, c'est qu'on peut visualiser les zones en dépression et voir comment les zones en dépression vont évoluer en fait en fonction de la hauteur de précipitation. Pardonnez-moi. Et donc c'est là où c'est très fort, c'est que vous arrivez à cumuler à la fois les zones en dépression et les axes d'écoulement. On peut faire des profils pour visualiser comment chaque dépression se remplit en eau en cas de saturation. Donc Et donc on peut prévoir le risque inondation par ruissellement. on peut avoir une estimation de où l'eau va venir se stocker Ok. dans les dépressions. Alors, mais ce qui est vraiment intéressant, et on va en venir en fait au côté vraiment novateur en fait de la plateforme, c'est que plein de solutions de calcul existent dans le monde entier. Mais cette solution-là, elle couple deux moteurs de calcul, à la fois un moteur hydrotopographique, donc on prend la topographie et on a les axes d'écoulement, et elle couple une solution 2D qui permet de modéliser en 2D les écoulements avec les vecteurs vitesse, les hydrogrammes de débit. Et en plus d'avoir deux moteurs de calcul, on a ce qu'on appelle un bac à sable numérique. On peut changer le terrain, on peut créer des remblais, des déblais, des bandes enherbées, des haies, et visualiser en fait instantanément l'impact de chaque aménagement. La force de ce produit, c'est le test. N'importe quel syndicat de rivière commune a la capacité à tester instantanément, à voir la manière dont l'eau s'écoule, à tester un aménagement et à le comparer avec d'autres et voir s'il est pertinent ou pas. C'est vraiment la force. Là, Monsieur Blum, là, on parle du risque porté par le ruissellement. Est-ce que vous
pouvez coupler ça avec une carte du réseau d'eau pluviale, par exemple, pour Alors, voir on là où peut- ça pourrait déborder. On peut parfaitement importer des conduites sur Scalgo. Et Ok. Scalgo, en fait, va intégrer les conduites instantanément et montrer la manière dont l'eau s'engouffre dans chaque avaloir, faire une subdivision des bassins versants, expliquer en fait à la commune la manière en fait dont l'eau est interceptée. Mais là, vous l'avez, la carte du réseau d'eau pluviale? Je l'ai pas sur la Roche-sur-Foron. Là, c'est des données qui ne sont pas publiques, c'est des données qui appartiennent aux collectivités. Malheureusement, non. Souvent, les données cartographiques de communes, D'accord. elles ne sont pas toujours mises en ligne. Donc, on n'a pas forcément la capacité à les visualiser. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'une notion essentielle en hydrologie, c'est les bassins versants. Les bassins versants, c'est les surfaces captantes en un exutoire. Et là, vous voyez sur Scalgo, vous avez la capacité à visualiser instantanément. Si vous cliquez sur n'importe quel point, eh bien, automatiquement, vous voyez, Scalgo va vous délimiter le bassin versant avec toutes les caractéristiques du bassin versant, les surfaces artificielles, naturelles. Donc, quand la commune va être sur un projet de désimperméabilisation, de déconnexion ou un aménagement, instantanément, on voit l'emprise du bassin versant et on sait sur quelle zone on travaille. Et ça fonctionne quelle que soit la taille. Regardez, si je clique ici, automatiquement, j'obtiens le bassin versant sur cette zone. Ou si par exemple je m'intéresse au Rhône, admettons que je m'intéresse au Rhône, eh bien là je vais dézoomer à très grande échelle et en fait je vais m'intéresser au Rhône et en cliquant sur le Rhône, eh bien instantanément j'obtiendrai le bassin versant du Rhône avec toutes les caractéristiques d'occupation du sol. Ou alors si je m'intéresse, je ne sais pas, à la Seine par exemple, je clique sur la Seine. Et automatiquement, ça génère en fait les caractéristiques du bassin versant ou même sur un affluent. Donc c'est ce côté très instantané de la plateforme qui change les règles du jeu, qui change l'approche, qui démocratise la compréhension dont la manière s'écoule. Et au sol. relativement facile à utiliser par un opérateur. C'est ça. Nicolas Loison, vous en pensez quoi? Bah, c'est assez impressionnant en termes pour une régie d'eau, une petite régie d'eau. J'avais réfléchi un peu, il y a des utilités qui peuvent être trouvées sur les zones de captage notamment. De se dire par exemple en cas de grande précipitation d'un coup, d'orage ou quoi, qu'est-ce que je capte? Qu'est-ce qui va se diriger vers la zone de captage si je veux éviter une pollution? Est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour envisager des travaux ou des choses comme ça? En tout cas, moi, ce que je vois, et vous l'avez dit, hein, Monsieur Blum, vous avez besoin de données. Enfin, Monsieur Blum, c'était Monsieur Duprat qui l'avait dit. Cet outil a besoin de beaucoup de données. Les données ne sont pas toutes publiques. Donc, est-ce que ça veut dire que votre limitation, c'est la volonté ou pas qu'auront les collectivités d'intégrer leurs propres données? Vous nous faites quoi là? Là, je vous montre une seconde capacité sur Scalgo Et après, je passerai au public. à modéliser en 2D. Donc non seulement on peut visualiser les écoulements au sol, mais on peut aussi activer le moteur de calcul deux dimensionnel et en fait visualiser les vecteurs vitesse, les hydrogrammes de débit et tout ça en quelques minutes. Donc cette instantanéité, elle n'est pas que sur le modèle topographique. On peut aussi en fait extraire en fait une simulation 2D et même en allant plus loin, on peut même visualiser des cartographies de risque inondation. Vous voyez, instantanément, on peut générer des cartographies de risque inondation sur tout un territoire. Et on peut même, sur ces cartographies, créer des cartes d'aléas. Vous voyez, on peut créer des cartes d'aléas et changer les seuils de hauteur et observer automatiquement quelles vont être les tranches de hauteur d'eau. Donc c'est vraiment un outil qui, en quelques minutes, quelques secondes, offre la capacité aux acteurs de l'eau de surface, donc les acteurs de la GEMAPI, de comprendre en fait, ce qui se passe, quoi. Messieurs, dames, y a-t-il des questions pour nos amis? Vous êtes assommés par le vocabulaire technique. Attends, pop. Jeanne, j'attends que Jeanne veuille bien vous porter le micro. Jeanne se cachait, la voici, mesdames, messieurs. Bonjour madame, merci de vous présenter. Oui, alors moi je suis Frédéric Finiti-Broisin et j'interviens dans le marketing de l'innovation, plutôt sur le go-to-market, mais je suis uniquement sur les univers techniques. C'est quoi le ticket d'entrée pour avoir accès à votre logiciel? Parce que j'imagine que beaucoup de nos collectivités peuvent être intéressées. Combien ça coûte? Cher. C'est un modèle de prix qui a été étudié par rapport par rapport à la demande. Moi, je dirais que c'est assez bon marché. C'est-à-dire C'est mon point de vue.
Sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs niveaux de tarification pour les acteurs privés et publics. Ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est des ordres de grandeur de plusieurs centaines à milliers d'euros en fonction du nombre d'agents qui vont travailler sur la plateforme. Mais bien évidemment, on pourrait échanger sur ce point. Vous avez des prestataires. Non, remettez le micro, madame, Alors, s'il vous plaît. Voilà, c'est oui, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, monsieur est en train de se poser une question sur des travaux sur un. Est-ce qu'il peut, en one shot, vous poser une question? Est-ce qu'il y a des sortes C'est de une très bonne question. mandats Oui, c'est une bonne question. spécifiques à la question, comme on peut imaginer l'avoir sur d'autres sujets? C'est une très bonne question. Scalgo fonctionne par abonnement, donc c'est de l'abonnement annuel. Donc on souscrit en fait chaque année. Et donc c'est utilisé par des architectes, des ingénieurs, par des communes. À titre d'exemple, et ça je le cite à chaque fois, notre plus petit client, c'est une commune en Finlande, une commune de 500 habitants, où le maire ou l'élu utilise Scalgo à chaque fois qu'en fait il doit contrôler un permis de construire. Et il va sur Scalgo et de manière très simple, il visualise les axes d'écoulement et il comprend s'il y a un enjeu ou pas. Donc Mais en fait, je prolonge la question de madame. C'est un abonnement où on a accès à tout, où on peut vous contacter juste pour répondre à une question précise. Par exemple, je veux vérifier un permis de construire. Non, il faut s'abonner pour tout. c'est un abonnement, oui, c'est un abonnement, oui. Messieurs, dames. Monsieur Rialon. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je viens d'arriver. Présentez-vous, même Oui. si vous serez à la table ronde Oui, oui. suivante. Je suis Jean Riaillon, je suis un élu d'une collectivité dans l'Ardèche. J'ai en charge les ressources naturelles, donc tout ce qui a trait à l'eau. Je fais aussi partie de bureaux de syndicats de rivières où on a traité la GEMAPI, etc. Et en venant vous retrouver avec un peu de retard, et je m'en excuse, je viens d'avoir une information sur la promulgation d'une loi qui est la loi Roux-Rapin. C'est assez récent et ça, en fait, en 2 mots, hein, j'ai pas bien eu le temps de le lire, mais je pourrais la partager. En fait, cette loi a vocation d'outiller beaucoup plus les collectivités, les communes, dans le cadre du risque PAPI et autres. Et donc, en fait, c'est un petit message pour les professionnels que vous êtes. Il va y avoir des ouvertures et des axes de progrès dans ce sens. Et certainement que les collectivités auront besoin de ce soutien technologique et technique que vous représentez. Voilà que vous faites du bien, mais 3 intervenants sur 4, le marché s'ouvre. Vous voulez dire qu'il y aura une obligation de toute façon d'acquisition de données, de transmission et de traitement? Oui, non, mais je vois à peu près ce que... Voilà. Monsieur Blum. Alors, c'est un point qui est vraiment intéressant et c'est bien qu'il y ait ce type de loi qui soit passé parce qu'en fait, les besoins en simulation, en compréhension, en pédagogie sur les autres de surface, c'est un élément qui est essentiel. On voit bien que les besoins en modélisation sur toute la France et sur le monde entier, ils sont en train ils s'accroissent. Donc, il y a vraiment un besoin qui est énorme. Donc, c'est important. Oui. D'autres questions, mesdames, messieurs? Oui, une question là-bas, Jeanne. Merci, madame. Présentez-vous, même punition. Bonjour. Oui, bonjour, Amandine Seux. Moi, je suis la régie de l'eau de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Sur votre outil, dont vous parlez des ruissellements, est-ce que par rapport à la fonte des neiges, etc., est-ce que ça en fait partie de ces zones de ruissellement de fonte des neiges? Alors, ça c'est une bonne question. Vous l'avez pas fait? Pas encore. En fait, il y a sur ce genre de plateforme, il y a souvent les thématiques en fait qui sont connexes, comme l'érosion, comme le transport sédimentaire, comme la fonte des neiges. Et il y a toujours des arbitrages qui sont pris quand on développe des outils techniques. On se pose toujours la question de jusqu'où on va. Et la seconde question, c'est comment est-ce qu'on développe un outil qui est simple, accessible, compréhensible. Et donc il y a toujours ce sujet de jusqu'où on va en étant suffisamment pertinent, mais en faisant attention aussi au risque de ne pas submerger. Et est-ce que Junon, M. Duprat, tient compte de la fonte des neiges? Alors, en région Centre-Val de Loire, bien Non. sûr. Non, mais ça nous impacte aussi parce qu'il y a de la pente, hein, donc ça finit par arriver chez nous. Mais non, c'est blague à part, je pense que c'est important aussi de montrer que pour les territoires et pour les collectivités locales, l'agrégation de données est extrêmement importante.
Et on essaie de travailler là-dessus dans Junon. Donc c'est aussi des choses, des initiatives comme celles qui ont été présentées sont tout à fait pertinentes. On essaie d'intégrer les activités humaines comme les réseaux. On essaie d'intégrer les différentes couches qui sont en relation avec la pluviométrie, les ruissellements, etc. Donc il y a beaucoup de couches qui doivent s'additionner et qui sont à considérer pour prendre des décisions. Toutes les questions que vous avez évoquées sont extrêmement importantes parce qu'après, effectivement, il y a l'usage, les utilisateurs, comment ils vont pouvoir se saisir de tout ça. Mais déjà, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur la manière, nous, d'additionner tous ces filtres et toutes ces dimensions en un point donné du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi je le vois souvent, et un des problèmes majeurs, un des défis qu'on a dans les jumeaux numériques ou ces dimensions, ces visions du territoire, c'est l'interopérabilité des structures, des données. On a plein de sujets qui arrivent de partout maintenant. Et bien souvent, ils ne sont pas tellement compatibles les uns avec les autres. Donc là, c'est un des défis pour nous d'essayer d'avoir une base commune et de faire que, par exemple, les élus ou les collectivités ne se retrouvent pas avec 5 ordinateurs, 5 experts, parce qu'il y a 5 couches à analyser en même temps. Voilà. Merci d'accueillir, mesdames, messieurs, Marjorie Stanisière, directrice commerciale de Perax. Vous pouvez donc l'applaudir un petit peu. Merci. Merci bien. On vous Bonjour. écoute. Oui, merci. 5 merci de minutes m'accueillir. TTC, à peu près. Très hein. bien, ça m'ira très bien, impeccable. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Marjorie Stanisière, je suis la directrice commerciale de l'entreprise Perax. Je vais prendre la zapette, s'il vous plaît. Voilà, merci. Voilà, donc ça risque de s'entendre à mon accent. Nous sommes basés à Toulouse. Nous sommes une entreprise qui existe depuis près de 50 ans dans les services de la télégestion et de la supervision. Nous en avons parlé précédemment dans cette table ronde. Donc Perax travaille essentiellement sur le petit et le grand cycle de l'eau, eau, assainissement, mais également sur d'autres secteurs d'activité comme l'énergie, les bâtiments, l'irrigation ou l'industrie. Nous proposons des services complets, à la fois de conception et de fabrication de produits, comme des data loggers, des automates connectés, mais aussi également de services pour la mise en service, de la formation et également de la supervision. Donc on propose des plateformes IoT, on propose également des licences pour des supervisions plus abouties. Voilà, donc on est là pour accompagner le client. IoT, on ne l'a pas défini tout à l'heure, c'est l'intelligence des objets connectés. Des objets, exactement. Voilà. Donc Perax est là pour accompagner le client, quelle que soit sa taille, sur des solutions sur mesure. Voilà. Donc nos atouts et produits sont basés sur des produits évolutifs et durables. Perax se démarque vraiment sur le marché de la télégestion par des produits qui sont conçus pour durer, pour l'automate, 30 ans, aussi longtemps que l'armoire électrique, puisqu'on constate aujourd'hui que beaucoup de collectivités de petite et moyenne taille n'ont pas les compétences pour remplacer le matériel et le paramétrer sans cesse à chaque changement de technologie. Vous le savez peut-être, les modes de communication évoluent. Et donc pour éviter d'avoir à malheureusement jeter du matériel qui est fonctionnel, tout simplement parce que le module de communication doit évoluer, on parle de 2G, 3G, mouvement vers la 4G, eh bien chez Perax, on ne jette pas l'automate, on ne remplace que la carte modem, qui est un petit composant économique, mais qui permet d'économiser du temps et de l'argent pour les régies et pour les exploitants et les installateurs. On se démarque également par l'interopérabilité. On respecte les investissements de nos clients qui sont de multimarques avec différents superviseurs. Donc Perax s'associe à la fois sur différents capteurs de mesure et vers n'importe quel superviseur, ou presque. On se veut aussi simple d'utilisation, on en a parlé, beaucoup d'exploitants n'ont pas les compétences dédiées à la télégestion et vous êtes tout aussi pardonné parce que l'essentiel est d'être sur le terrain, donc il faut que ce soit facile et ergonomique. Et enfin, Perax a à cœur d'être dans un système de communauté ouverte où chaque mise à jour et évolution de nos services d'ingénierie et R&D est à profit de chaque client. C'est-à-dire que vous achetez un appareil en 2026, il sera automatiquement mis à jour tout au long de la vie de l'appareil et ce gratuitement par le site internet perax.fr. Voilà. Donc on le présente rapidement. Voilà l'automate P400 IoT qui vient de sortir en 2026. Avec beaucoup d'avantages et d'atouts technologiques que j'aurai le grand plaisir de vous présenter à notre stand ici au salon. Le data logger aussi, le data logger Delta X, qui est le seul à être autonome, qui peut être autonome en énergie.
c'est-à-dire qu'il est sur batterie rechargeable. Donc là aussi, nous sommes vertueux chez Perax à penser aussi à l'empreinte et l'impact environnemental. Pas de pile jetable, une batterie qui se recharge 500 fois avec des cycles de vie que vous déterminez, puisque c'est vous en tant qu'exploitant et installateur qui déterminez le nombre d'enregistrements et le nombre de renvois vers la supervision. Et puis les services dont on a parlé, la plateforme IoT et la supervision. La petite différence pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'une supervision, c'est une licence annuelle qui s'adresse pour un service d'eau ou d'assainissement qui a un parc assez conséquent, et une plateforme IoT. Perax l'a lancé il y a quelques années pour des services, des bureaux d'études ou des exploitants qui ont des parcs plus sommaires et qui n'ont pas envie soit de pénaliser la vision de la supervision, ou soit qui ont besoin d'avoir des remontées précises sur une campagne de mesure sur un temps donné. Voilà, pour information, voilà. Perax travaille donc essentiellement en France, mais nous avons aussi des partenaires à l'export, donc on travaille à 15% de notre chiffre d'affaires à l'export. L'essentiel, j'en parlais, de la clientèle Perax est basé sur des exploitants et les installateurs. Et par ce système vertueux de longévité, de durabilité de nos produits, on est fiers d'avoir une fidélité moyenne de nos clients de plus de 20 ans, 25 ans. Nos fournisseurs aussi, puisque quand vous achetez Perax, vous achetez français. 87% de nos composants sont made in France, dont on est un petit peu chauvin, dont 50% en Occitanie, puisqu'on a la chance, à moins de 50 km, d'avoir nos fournisseurs de cartes électroniques, nos plastiques, et voilà, et c'est vertueux puisque c'est un circuit court. Et donc on peut assumer également les évolutions de nos commandes et de vous livrer assez rapidement. Les mises à jour gratuites, j'en ai parlé, voilà, ça permet vraiment pour vous d'avoir des évolutivités de nos appareils tout au long de la vie. Et puis en fonction des redondances des demandes de nos clients, nos services R&D travaillent sur ce sujet-là. Voilà. Et puis en termes de nouveautés, nous avons lancé le P400 IoT avec un sujet sur la cybersécurité qui nous concerne tous et qui est au point. Voilà. J'allais y venir, la cybersécurité. Merci de me tendre la perche. Vous avez équipé Salange, bien sûr. Pardon ? Vous avez équipé la bonne ville de Salange, bien sûr. Non, pas encore, mais ce sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Voilà. L'objectif, en parlant de cybersécurité, je fais une petite parenthèse. Vraiment, la NIS 2, qui est une norme qui va concerner la cybersécurité et qui concerne déjà tous les exploitants d'eau, incite vraiment à panacher les fournisseurs. L'idée, c'est de valoriser le patrimoine qui a déjà existant sur toutes ces régies d'eau. Et l'idée, c'est de tirer profit et de montrer à tous ces exploitants qu'ils doivent être indépendants au niveau technologie, de maintenir évidemment l'investissement qui est fait, mais pourquoi pas d'aller chercher les atouts technologiques de l'un, de l'autre, voilà, et de ne pas avoir tout le matériel dans un seul fournisseur. Merci. Y a-t-il des questions, mesdames, messieurs, et vous, messieurs, mes intervenants? Non. Très bien. Non, pas de questions. Oui, cybersécurité, c'est intéressant. Vos solutions protègent-elles les données? Les données sont-elles anonymisées? Y a-t-il parfois parmi vos clients, les gens avec qui vous discutez, des gens qui non, je vais quand même pas vous envoyer mes données parce que je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas ce qu'elles vont devenir. Est-ce que des malveillants pourraient utiliser ces données de manière non voulue? Alors, on est quand même sur des données environnementales qui ont des fois qui sont retravaillées et qui ont une valeur commerciale. Donc bien sûr, il y a des besoins de protection. Une grosse partie des données après sont accessibles. Donc là-dessus, on est un peu plus tranquille. Mais on a des demandes comme ça, évidemment, parce que comme on est dans des ensembles partenaires privés-publics, il y a toujours, évidemment, pour les partenaires privés, besoin d'une sécurisation de ces données. Donc, par exemple, dans Junon, on a des travaux qui sont menés, notamment avec l'INSA de Blois, sur des moyens de protection élevés, par exemple, comme les honeypots et autres. C'est des façons de trouver ceux qui essayent de voler les données au sein d'une structure. On essaie évidemment d'avoir toutes les règles de sécurité qui permettent de maintenir une protection qui rassure les différents contributeurs à notre système. C'est effectivement important. Je pense que oui, je pense que c'est vrai aussi pour nos partenaires. Et c'est vrai que Monsieur Blum, quand on voit votre démonstration, c'est un côté presque inquiétant. On voit tout est disponible. J'imagine un général russe se penchant sur l'avenir de la France, sur la contamination éventuelle d'un réseau d'eau potable, sur la création, la mise en œuvre d'une inondation par ruissellement, enfin, il a tout là.
On a toutes les données pour emmerder le monde. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas la capacité à évaluer l'imagination que certains peuvent avoir. Ça, c'est vrai. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça reste sur les eaux de surface, sur le ruissellement. C'est plus lié au risque ruissellement. Alors, c'est vrai que les États sont de plus en plus vulnérables par rapport au risque inondation, par la submersion marine et par le risque débordement ou ruissellement. Il est vrai que ça peut avoir des incidences sur là où les gens habitent, sur les arbitrages, sur le développement économique, ça c'est vrai. Ensuite, à mon échelle, je vois difficilement comment des opérateurs étrangers pourraient utiliser ce genre d'éléments, mais après c'est pas mon métier, mais peut-être. Je pose la question parce que c'était à la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Hein. Il a été fait part à messieurs et mesdames les députés de tentatives plus que de tentatives, de hacking d'écluses à l'est de la France. Et oui, voilà, notamment qui ont failli inonder un petit village de Seine-et-Marne. Voilà, il semblerait la probabilité que cette tentative soit d'origine, si ce n'est russe, du moins est-européenne, soit très très forte. C'est-à-dire que des opérateurs sont entrés dans le logiciel qui gérait la mise en œuvre de l'écluse. Voilà, c'est tout. J'apprends quelque chose, je suis assez Et effrayé, oui, mais d'accord. Oui, on a même réussi à hacker des porte-containers d'une certaine compagnie. Il y a 3 ans, il y a un porte-container qui a fait des ronds dans l'eau devant le port de Rotterdam suite à un hacking. Bon, bref, on ne va pas terminer là-dessus. Si, en fait, on termine là-dessus parce qu'il est 11h01. Merci, messieurs, merci, madame. Prochain débat, le rôle de l'élu par rapport à l'eau à 11h30, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. 3, 2, 1.